Imaginez un jeu de cartes qui pourrait transformer votre maison, votre salon, votre chambre à coucher ou même votre salle de bain en un terrain de jeu coquin et sensuel. Bienvenue dans la Hot Room, le premier jeu de société qui se présente comme un escape room intime. En fait, derrière cette couverture flashy, tout rose et pleine de volupté, se cache un petit jeu coopératif pour deux. Alors, si possible, deux coquinous consentants, évidemment. Comme tous les jeux coopératifs, il est peut-être possible d'y jouer en mode solo, mais je ne vous le conseille pas. Il vaut mieux être à deux pour savourer et faire monter la température dans la baraque. Mais avant de rentrer dans le détail des choses, de voir ce que nous proposent les auteurs de ce jeu, ô combien ludique et lubrique, euh, avant d'arriver au fameux Happy End, je fais beaucoup de clins d'œil, wink wink, bref. Nous allons parler en fait de pourquoi ce jeu est intéressant à regarder de plus près. Dernièrement, il y a eu quelque chose qui s'est appelé le manifeste métaludique, dans lequel, évidemment, on parle que un jeu n'est pas qu'un jeu, comme une célèbre phrase du philosophe Anounesque sur X-C8. Le jeu n'est pas qu'un jeu, il peut être de tas de choses différentes, puisqu'il fait partie de notre culture. C'est une œuvre à part entière, même si parfois ce sont des œuvres ratées. Il y a dans le jeu de société, ce que disait ce manifeste, mais qu'il n'explorait pas entièrement, il y a ce que j'appelle moi des angles morts. Des angles morts, ce sont des propos, des explorations que toutes les œuvres culturelles, toutes les œuvres artistiques d'ailleurs, ont exploré à un moment ou continuent d'explorer au fil du temps. Pas forcément que maintenant, dans ce monde de consumérisme, et où pour lequel la surconsommation de produits culturels, et je dis bien produits culturels, puisque tout est marketé, transformé, c'est-à-dire que l'œuvre originale, l'œuvre telle qu'imaginée par les créatrices ou les créateurs, se retrouve d'une manière ou d'une autre, soit enjolivée parfois, soit complètement détériorée au profit de fantasmes, d'acheteurs et de consommateurs, ce que l'on va appeler le marché. Mais avant même ça, avant même l'industrialisation, etc., les arts ont toujours eu à cœur de parler, de transgresser, de bousculer, ou en tout cas de parler de leur époque. Et donc, dans le jeu de société, je disais, il y a encore des angles morts. Avant d'arriver à la petite mort, pardon, l'angle mort, nous allons parler de qui fait le jeu quand même, c'est toujours important. Alors je disais les auteurs, les autrices, en fait c'est un groupe, je crois que c'est des gens qui sont salariés de l'entreprise, donc c'est l'éditeur espagnol Hello-Fun qui commercialise ce jeu. C'est une émission. C'est une édition. Excusez-moi, je vais bafouiller, hein, vous le savez, je suis sous médicamentation, donc parfois mon esprit vagabondage. Donc c'est une maison d'édition qui a été créée en 2023, elle est espagnole. Elle appartient en fait à un site de cadeaux en ligne qui s'appelle Regalador, donc qui a été fondé en 2011. Et disons que Regalador, c'est un peu, pour celles et ceux qui connaissent, les boutiques cadeaux, genre Pilone, genre tous ces trucs-là. Donc ils font eux-mêmes énormément de produits un peu fun, un peu rigolo. L'idée, c'est de faire de la vente pour la famille et les amis. Donc, on va retrouver tout ce que nous, on peut voir d'ailleurs dans les boutiques style Fnac ou quoi, tous ces quiz, tous ces jeux où on met la tête de quelqu'un de très connu dessus, et vas-y, ou un thème à la con, et hop, vas-y que je te vends ça, il y a 300 cartes dedans, et tout le monde est content. Donc ce sont vraiment un peu limite ces pochettes qu'on achète à Noël, quand on ne sait pas en fait quoi offrir à quelqu'un. Eh ben, c'est quelque chose qui semble parler à tout le monde et on se dit voilà, toi t'aimes les jeux de société, tiens, je vais vous ramener la Hot Room.
Je pense que c'est uniquement sous ce but-là que les gens achètent ce jeu. Malgré tout, ils ont une trentaine de jeux déjà à leur actif, donc qui sont à peu près tous sur le même format avec cette boîte. D'ailleurs, cette boîte, si vous regardez bien, elle est pensée pour tout, puisqu'on dirait un briquet qui s'ouvre, ouink ouink, pour faire chauffer la température. Mais c'est surtout, je crois, ils ont atteint quasiment le million d'exemplaires avec leur trentaine de boîtes de jeux, donc en Espagne. Et puis ensuite, la marque Hellofen est arrivée pour se déployer à travers l'Europe. Donc c'est pour ça que chez nous, on aura du Hellofen, et en Espagne, ils auront Regalador. C'est comme ça que ça va Donc eux, c'est vraiment des... eux-mêmes, ils se décrivent comme les leaders européens du divertissement. Nous allons voir s'ils sont vraiment leaders. En tout cas, ils essayent vraiment de produire du jeu, plus dans l'esprit de quelle est la niche et à qui on peut le vendre, plutôt que qu'est-ce que j'ai envie de produire comme esprit ludique, qu'est-ce que je peux proposer là-dessus. Dans leur catalogue, parce que c'est intéressant aussi, parce que tout ça, en fait, c'est une démarche qui vaut le coup d'être regardée. C'est vraiment des jeux pour amis, pour famille, il y a pour enfants aussi, hein, un peu moins coquinous évidemment, et pour couple, mais c'est souvent voilà, des jeux irrévérencieux, des jeux pour adultes. Ils ont un jeu, alors, je crois qu'il s'appelle en français Je m'en tape, mais c'est en espagnol, mais la sopla, je sais pas comment ça se dit. Mais c'est des questions action, c'est action ou vérité avec évidemment des questions un peu toujours coquines. On a aussi du jeu le 69 pour pimenter la vie intime des couples. Voilà, c'est toujours ce qu'ils appellent, ce qu'on pourrait appeler, je sais plus comment dire en français, c'est brise-glace. Hein, c'est ça, ce sont ces jeux qu'on met au moment de l'apéro, dans les soirées, histoire de se laisser aller le temps que l'alcool infuse et que les gens puissent se lâcher. Donc voilà, Hot Room, c'est un peu la même chose pour deux personnes qui n'ont peut-être pas Netflix et qui ne savent plus comment, ou qui passent leur soirée à regarder des séries et qui ne savent plus comment créer le désir chez l'un et l'autre, car pour moi, je pense que un des rôles fondamentaux de l'érotisme, c'est de justement créer le désir, d'être dans la sensualité, dans l'échange, à la différence par exemple de ce que pourrait être la pornographie par exemple. Donc, si vous êtes un couple en quête de fun, vous vous dites « Hello fun !» et vous tombez dans le piège d'acheter un jeu de société qui vise un public 18+, avec du sexe, de l'alcool et des secrets, tout en restant dans l'esprit actuel du party game léger. Ce n'est plus un gros mot aujourd'hui, il faut que ce soit du party game léger, peu importe où ça va. Et nous verrons que celui-là de party game n'est peut-être pas si léché dans sa finition. En tout cas, je vous ai parlé d'érotisme, et je pense que c'est intéressant aussi d'aller faire une petite digression là-dessus. Vous le savez, j'aime bien partir à droite et à gauche. L'érotisme, en fait, il y en a eu tout au long, tout ce qu'on peut remonter, que ce soit dans l'art ou la culture populaire, il y a des représentations de la nudité, parfois sous forme de, comment dire, de célébration envers la fertilité, envers Dame Nature, à une époque où les religions ne sont pas encore ce qu'elles sont, elles n'ont même pas encore été vraiment créées. Il y a aussi les peintures modernes, les peintres qui se sont aussi attaqués à l'art érotique. L'érotisme, en fait, ça a une vraie place dans la société, quoi. Et quand on regarde les jeux de société, on peut se rendre compte que l'érotisme est très peu présent. Il y est soit sous forme de galéjade, c'est-à-dire comment dire, d'excuses au fun, au délire. Oulala, j'ai dit prout, c'est un peu le même genre là. Oulala, j'ai dit zizi. Voilà, il est soit pris un peu sous cet angle-là, soit complètement à l'opposé,
sous l'angle du militantisme, où là-dessus on va plus parler de sexualité que d'érotisme. Si par exemple on veut parler des MST, on va voir ça, on va parler du consentement, on va parler, on se rappelle les foufounes par exemple, etc. Voilà, donc on va voir un vrai, pour le coup, un vrai développement du jeu militant et féministe, où là il y a une vraie culture de la création ludique, d'utiliser le médium jeu de société pour porter un propos, pour en tout cas inviter à la discussion. Et de l'autre, on va avoir à l'autre opposé des jeux sans propos, vraiment dénués de sens commun, qui ne sont là que pour essayer de créer le rire, très certainement en tout cas de créer des instants comme ça de délire, vraiment entre potes. Et je ne suis pas sûr que dans un couple, c'est vraiment ça qu'on ait envie, parce que en général, dans les couples qui s'aiment et qui s'apprécient, il y a déjà en fait de la complicité, il y a déjà normalement en tout cas des éléments qui permettent de se retrouver, et pas forcément, on n'a pas envie de forcément de pro de caca. Bref. En tout cas, revenons à la culture populaire et contemporaine. Donc, quand on regarde un peu l'histoire de l'art, et de loin, parce que moi, c'est pas ma spécialité, l'érotisme, en fait, il est quasiment présent et il imprègne même l'histoire de l'art depuis la nuit des temps, comme je disais. On retrouve ça sur les fresques antiques de Pompéi, sur les sculptures indiennes du Kama Sutra, évidemment, ou les toiles orientalisantes du 19e siècle, qui montrent que le désir et la sensualité sont d'éternelles sources d'inspiration. Et c'est important ça, le désir et la sensualité. À mon sens, l'érotisme, c'est ça. Si on prend au cinéma, d'ailleurs, dès le début du cinéma, on retrouve évidemment l'érotisme. Même à la fin du 19e siècle, en fait, on assiste au premier film suggestif. En 1896 sort Le coucher de la mariée. C'est un court-métrage français qui est souvent considéré comme l'un des premiers films érotiques de l'histoire du cinéma. On y voit une femme se déshabiller, fort osé pour l'époque. Par la suite, le cinéma navigue entre censure et provocation. Donc il y a un côté où, comme je vous le disais, il y a un côté où on veut amener du désir, parler de sensualité, et de l'autre, on tombe vraiment dans ce côté un peu plus pornographie, qui pour moi, là, on est vraiment plus dans la provocation, avant d'arriver, une fois de plus, à de l'exploitation. Et la pornographie est l'exploitation, je dirais, la plus commune des corps, déjà. Mais en tout cas, dans les années 20, on a un courant avant-gardiste européen qui flirte, en fait, avec le nu artistique, tandis qu'Hollywood, sous le code Hays, donc ça c'est dans les années 30-40, bannit toute scène trop explicite. Hollywood, c'est un peu comme ça, et le cinéma en général, même l'art. En fait, si on reprend à travers les différentes époques, il y a toujours des moments où en fait la société, en tout cas ceux qui dirigent la société, déterminent ce qui est montrable de ce qui ne l'est pas. Que ce soit l'époque où c'était la religion qui dominait le monde, que ce soit le moment où c'est les capitalistes qui dominent, en fait en permanence, il y a celles et ceux qui décident ce que l'on peut voir, ce qui est montrable, et ça évolue au fil du temps. C'est à partir des années, on va dire 50-60, que la fameuse révolution sexuelle s'amorce à l'écran, et on a des films comme Et Dieu créa la femme, en 1956, avec Brigitte Bardot, un film qui scandalise par cette sensualité, justement. Brigitte Bardot, c'est un peu cette icône-là. Mais on a aussi les années 70, qui est le début de l'âge d'or du cinéma érotique. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu un remake d'un film qui est sorti en 74 et qui a défrayé toute la chronique, qui est devenu même un symbole, qui est le fameux film Emmanuel, et qui vient révolutionner, faut se rendre compte, le genre en France, parce que énorme succès public, alors que le film est classé X, c'est-à-dire interdit aux moins de 18 ans, et on sait que souvent cette classification a été, je crois, utilisée qu'une ou deux fois pour des films non pornographiques,
Euh, c'est assez rare en réalité parce que ça coupe une énorme partie du public. D'ailleurs, il y avait énormément, et même à Toulouse, je me souviens encore il y a plus de 20 ans, 25 ans, quand je suis arrivé à Toulouse, d'un cinéma qui diffusait des films porno avant qu'il ferme. Il était encore, alors, je suis jamais rentré puisque j'étais trop jeune à ce moment-là. Mais voilà, ça existait encore. C'est vrai qu'il y a eu un changement de paradigme entre ces endroits où on diffusait des films, pour le coup, c'est-à-dire avec un scénario, quoi qu'on en dise, dans des salles, dont l'ambiance, je n'ai pas connu ça, mais dont l'ambiance devait vraiment être assez particulière. Avant l'arrivée, évidemment, des vidéoclubs, des VHS, puis d'Internet. Et là, le monde a changé complètement. Je pense qu'aujourd'hui, l'érotisme, au cinéma en tout cas, est beaucoup moins présent, beaucoup moins travaillé, même s'il reste quand même des succès là-dessus. Mais si on revient aux années 70, je disais, il y a Emmanuel qui a lancé la voie, mais je pense que beaucoup connaissent aussi l'histoire d'eau en 75, donc, qui est un roman à l'origine, un roman BDSM culte, hein, qui est de Pauline Ray-Age, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était ce qu'on pourrait appeler des œuvres underground qui tout à coup gagnent en popularité. Donc ça veut dire qu'il y a une appétence pour ces récits, une appétence pour, et une fois de plus, je parle d'érotisme. Je suis pas en train de parler de pornographie. Moi, je fais vraiment une distinction là-dessus. Et je pense que le jeu de société a tout à y gagner. Tout à l'heure, je parlais des Foufounes, de ce fameux jeu. Il faut savoir qu'il y a un deuxième jeu, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, sur la chaîne Ludema notamment, qui est exactement le même jeu, c'est-à-dire où on montre des vulves plutôt, je cherchais le terme, je ne sais plus pourquoi. C'est de mon âge, ça fait peut-être longtemps que je n'en ai point vu. Bref. Non, on a vraiment la même chose, on montre des vulves. C'est un jeu de memory, donc il faut retrouver les deux vulves identiques, etc. Il y en a un qui est fait donc avec un propos féministe, avec des illustrations qui cherchent justement à montrer la diversité, à montrer ce qui n'est pas montré habituellement, pour amener du propos, et l'autre qui est juste des photographies. Et on voit bien qu'entre deux jeux identiques, finalement, l'intention et la réalisation de cette intention, malgré qu'elle soit identique, en fait, ne reflète pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même sensation. Et c'est ça qui fait la distinction entre un jeu avec un propos et un jeu qui n'en a pas. C'est très important, et je trouve que c'est un des jeux qui montre bien, qui permet bien de voir cette distinction. J'en étais au cinéma, évidemment. Dans les années 80-90, l'érotisme prend son envol et vient se mélanger à ce moment-là avec d'autres genres cinématographiques. La culture se l'approprie et je pense que un des meilleurs exemples, c'est le mélange avec le thriller. Hein, c'est Paul Verhoeven avec le fameux Basic Instinct, début des années 90. Et la fameuse scène d'interrogatoire avec Sharon Stone, qui a vraiment, c'est, je pense, une des scènes érotiques les plus mythiques du cinéma. C'est le moment, donc, où Sharon Stone croise et décroise les jambes devant des policiers complètement médusés. Et en fait, pourquoi cette scène est devenue aussi mythique? C'est parce qu'en fait, il y a... chez Verhoeven, à ce moment-là, dans la manière dont il tourne, dont il pose son cadre, il y a une espèce de pouvoir transgressif dans cette scène. En fait, il vient nous montrer, il nous met à la place déjà des voyeurs, il vient nous montrer à quel point eux comme nous, finalement, ne pouvons détacher notre regard devant le magnétisme, en fait, de Sharon Stone, qui pour le coup... est vraiment une actrice extraordinaire, et là, elle le montre, quoi. Mais surtout, ça permet aussi de créer de la discussion, du débat, évidemment, parce que
quand des films comme ça arrivent, mais après on peut penser à 9 semaines et demie, on peut penser à, comment dire, 50 nuances degrés dernièrement. Voilà, ce sont des films qui parlent à tout le monde, en tout cas attirent énormément de monde et qui infusent dans la culture, c'est-à-dire qui donnent à voir une manière de fantasmer, de parler autour de nous, de tester aussi une nouvelle forme de sensualité, une nouvelle forme d'érotisme. Et je pense que c'est aussi une des fonctions de la culture. Soit de venir interroger, soit de venir un peu bousculer, transgresser. Je pense que ça sert à ça aussi, quoi. Et 50 nuances degrés, c'est un peu le retour vraiment de ce fameux... c'est l'équivalent du nouvel Emmanuel, en fait, hein. On peut dire ça. Je pense que ça a vraiment changé la donne. Déjà, ça a changé aussi bien. Donc, c'est un best-seller d'abord en bouquin. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en plus, c'est à l'origine un livre indépendant vendu en auto-édition sur Amazon, quelque chose comme ça, et qui va littéralement exploser, sortir de ce carcan qui est l'auto-édition, quoi. Donc, ce qui représente déjà quelque chose d'un peu particulier. J'enlève mon casque parce que du coup je l'entends mieux ce que je dis et tout à coup ça change tout. euh, mais voilà, donc 50 nuances degrés, évidemment, le fameux film 365 jours sur Netflix. Bref, on arrive à... On est passé en fait d'un moment un peu puritain. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, ils ont quand même... Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, hein. Les fameux... Notamment, on ne peut pas montrer les tétons. Il y a eu des tas d'affaires comme ça, d'abord au Super Bowl, hein, pour ceux qui s'en rappellent, avec Janet Jackson. Mais on a aussi, je me souviens, moi, d'épisodes de comment ça s'appelle, d'urgence, dont un où ils doivent justement réanimer une dame d'un certain âge. Il se trouve que, du coup, pour la choquer, il faut quand même enlever son... Enfin, il faut lui dévoiler la poitrine. Et donc, dans la version aux États-Unis, tout est flouté, quand nous, on n'avait pas le floutage. Donc, il y a ça aussi, il faut voir que je pense qu'à chaque fois qu'il y a un moment de puritanisme ou un moment de contrôle de ce que doit être la sensualité, de ce que doit être le rapport au corps, le rapport à l'érotisme, donc qui est plutôt une manière d'avoir du désir, ce qui change de la fonction première de la copulation, qui est de la reproduction, hein. Rarement la France avec les honneurs. Pour moi, c'est l'inverse, hein. Il y a d'un côté la fonction du corps humain, et il y a tout ce qu'on peut explorer et en faire, et qui vient justement... cet imaginaire-là, il vient avec la culture notamment. Mais évidemment, on l'a vu que ces films venaient aussi de la littérature, et c'est la littérature où l'érotisme a une très longue tradition, et évidemment, puisque la littérature précède le cinéma. On peut penser à Sade, évidemment, donc, qui était au XVIIe ou XVIIIe siècle, avec des écrits, comment dire, licencieux, qui ont valu à son auteur une sulfureuse réputation. Donc on a aussi Anaïs Nin au XXe siècle, on a Histoire d'eau, j'en ai parlé tout à l'heure, donc qui est une exploration sans phare de la soumission. D'ailleurs, on revient souvent à cet aspect-là dans l'érotisme. Il y a un peu ce côté jeu de rôle, il y a un peu ce côté jeu de rôle consenti, évidemment. Alors même si on peut regarder puisqu'on est souvent dans, si on prend 51 degrés, donc c'est, comment il s'appelle, James E.L., un truc comme ça. En tout cas, voilà, ça a provoqué un phénomène de société en ce qu'on va appeler l'érotico-soft porn, et en remettant le BDSM light. Le BDSM, en fait, c'est toujours ce qui revient très souvent dans ces récits érotiques. Donc, je parlais de jeu de rôle. Une fois de plus, je reviens donc au ludique, hein. Il y a toujours ce côté
on pourrait presque retrouver la notion de jeu de société, puisqu'il y a des personnes qui sont consentantes, donc qui acceptent d'être dans un jeu, de jouer le jeu. Donc pour moi, c'est déjà une des notions. Il y a des règles à respecter, il y a des limites. Ce n'est pas sans limite. Normalement, il y a même des codes à respecter. Donc on retrouve un peu cet esprit jeu de société. Et c'est ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on va chercher à étudier et à chercher à passer, en tout cas à pimenter une romance, pimenter un moment. Évidemment, on parle de ces grands sujets. Il y a aussi L'amant de Marguerite Duras. Oui, je dis Duras, qui est en les années 80, si je dis pas de bêtises, etc. Voilà, les 11 000 verges, Apollinaire, enfin bon. Il y a énormément... il y a une palette quasi infinie dans la littérature et dans toutes les œuvres de manière générale, une palette du désir. Il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est très intéressant, moi je lisais beaucoup de science-fiction, et on retrouvait ça aussi sur ce qu'on a appelé le cycle de Gore, qui, moi quand je lisais ça ado, je ne me rendais pas compte non plus de ce côté un peu BDSM et de ce côté vision du monde aussi que peut apporter ces récits. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il n'y ait pas qu'un seul genre de récit, mais plusieurs, pour ne pas non plus que ça, comment dire, formate dans un seul moule. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs manières de faire, et donc de s'ouvrir à des réflexions, à un retour critique, et ne pas chercher que ce qu'on pourrait reprocher au jour d'aujourd'hui, d'aller chercher de l'efficacité ou un résultat émotionnel immédiat, plutôt que de voir cette longue mise en abîme de notre monde, et de se dire, ok, comment on peut explorer, à la manière de tous ces romans, comment on peut explorer l'autre, et en fait, nous-mêmes. Je parlais de cinéma, on a parlé de littérature, mais évidemment, le plus connu, c'est les arts visuels. C'est là où l'érotisme est le plus important. C'est là aussi où je pense qu'il y a eu le plus de censure. En tout cas, c'est là où les artistes ont été les plus malins pour trouver des métaphores, pour parler de cette beauté. Notamment les peintres académistes du XIXe siècle, qui ont multiplié les représentations de nus allégoriques, donc les odalisques d'Ingres ou de Matisse par exemple, tandis que d'autres ont carrément provoqué, on pense au tableau L'origine du monde de Gustave Courbet, où là j'ai noté, j'ai quelques petites notes quand même, de 1866, qui pour le coup ne cache rien du tout, il est extrêmement explicite, mais il reste l'un des manifestes de l'érotisme dans l'art pictural. C'est clairement... voilà. Il reste d'ailleurs un sujet de discussion pour certains réseaux sociaux qui ont, notamment, je me rappelle Facebook, qui a à de nombreuses reprises modéré ce tableau. Il y avait une espèce de lutte entre, non, c'est de l'art, et donc ça devrait être autorisé, à la vue de tous, à la distinction de pornographie, etc. Et c'est pour ça que je pense que l'érotisme est tout à fait acceptable dans ce qu'il peut raconter, dans ce qu'il peut dire, même si parfois ça peut choquer ou provoquer. Ce n'est pas négatif en fait. Souvent on a l'impression que c'est un gros mot, mais non. Je pense que c'est au contraire, dans un monde aujourd'hui où tout est pris comme une provocation, même ce qui n'est pas une provocation, et que tout amène à des réactions parfois disproportionnées, parfois incroyables. Je pense qu'au contraire, on a encore plus besoin de ça. Pas que d'érotisme, de tas d'autres choses qui peuvent provoquer d'humour, etc. Il y a d'amour, évidemment, etc. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé parfois dans les lives ou dans les vidéos, il y a quelques années. Moi, j'adore la photo.
Malheureusement, bah, j'ai plus d'appareil photo depuis longtemps et donc j'ai pas pu me former plus que ça, mais j'ai fait du nu artistique. Voilà, je trouve toujours que euh, mettre en scène le corps, homme ou femme, hein, moi j'ai pas de préférence là-dessus, mais ce que j'aimais c'était ça, c'est la manière dont on va projeter la lumière, la manière dont on va positionner le corps, dont on va prendre l'angle de vue, etc. Ça peut transformer le corps en quelque chose de très beau, de très qui raconte quelque chose, qui met en scène, et ça peut pour la même chose, mais en décalant un tout petit peu, ça peut vraiment amener quelque chose de monstrueux. Et je trouvais ça assez passionnant à se faire. J'espère un jour pouvoir m'y remettre. Euh, Malgré tout, j'en reviens à la photographie parce qu'au XXe siècle, il y a des photographes hein, comme Newton, comme Mapplethorne, qui ont en fait exploré l'érotisme frontalement en jouant avec l'esthétique noir et blanc. Moi que j'aimais bien d'ailleurs, le noir et blanc. J'aimais bien faire noir et blanc et de colorer souvent une partie de la tenue ou des choses comme ça. Ou les yeux. Bon, ouais, ouais. Donc l'esthétique, hein, noir et blanc, je disais, la mode, le fétichisme, pour élever en fait la photographie érotique au rang d'art. La bande dessinée, évidemment, n'est pas en reste. Euh, Ça, si longtemps, c'était des magazines spécialisés un peu coquinou, un peu caché, jusque dans les années, je crois, 70, où là, ça commence à décoller. Hein. C'est, de toute façon, la Libération, hein, les 68, vous connaissez, on va pas refaire Flower Power, mais on a évidemment l'italien, je pense que c'est le plus connu, Milo Manara, voilà, qui a fait, c'était sa spécialité, le fameux déclic, qui est dans les années 80 et qui voilà, met en scène un boîtier qui rend une femme nymphomane et c'est considéré comme le chef-d'œuvre érotique de Manara. Voilà. Je pense que oui, c'est une BD culte d'ailleurs qui a dû titiller la libido d'une génération de lecteurs et de lectrices. Voilà. Que de souvenirs, souvenirs. Bon, après, il n'y a pas que lui, il y a aussi Guido Crepax, donc pour Valentina, ou encore dernièrement, on a plein d'autrices féministes, hein, on a justement qui réinventent l'érotisme en BD. De toute façon, l'érotisme, il est vraiment partout, dans toute la culture, que ce soit les clips musicaux, la pub, évidemment, les comics, les romans graphiques, etc., etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de même si là je vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est déjà beaucoup trop long, mais c'est quand on regarde un peu ça, qu'on essaye d'analyser, on se dit que ça oscille quand même sans cesse, en fait, entre une expression artistique qu'on peut retrouver dans certaines œuvres, une expression artistique du désir en fait, et la récupération commerciale. Mais en fait, c'est très lié. Qu'est-ce que l'objet commercial, le marketing, c'est créer du désir. Créer du désir envers un produit. Et pour amener du désir envers ce produit, il y a des tas de manières différentes de faire, mais souvent, on vient y amener en fait de l'érotisme. J'ai parlé tout à l'heure de pornographie, peut-être que c'est intéressant aussi, afin de clarifier les choses, de quelle est la différence entre l'érotisme et la pornographie parce qu'en fait, la frontière, en fait, elle peut être un peu floue, un peu subjective d'ailleurs. Moi, quand je faisais des photos, c'était justement, euh, il ne fallait pas que ce soit de la pornographie. Il ne fallait pas euh, que la perception de ce que je voulais raconter à l'image, et quand je dis je, c'était aussi avec les modèles. Euh, Moi, quand la modèle, elle voulait plutôt être dans quelque chose d'un peu voluptueux, d'un peu volumineux. Euh, Quand je parle de volume, c'est aussi avec les éléments du décor, etc. Et bien là aussi, une fois de plus, c'est le regard qu'on porte, c'est comment on pose son cadre, comment on le construit. Tout ça, c'est ce qui va faire aussi la distinction entre quelque chose
d'érotique, quelque chose qui crée du désir, et quelque chose qui est vulgaire, qui est euh, porno, quoi. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de éviter la vulgarité. Pour moi, c'est peut-être ça, en fait, hein. Euh, Malgré tout, il y a un adage que j'ai noté, hein, qui est attribué à André Breton, et qui résume, voilà, la pornographie, c'est l'érotisme des autres. Et j'aime bien cette idée parce qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que ce qui choque quelqu'un, en fait, ce sera jugé simplement érotique par une autre. Euh, et c'est pour ça que j'aime bien cette notion. euh, donc, tout est affaire de perception. Malgré tout, je pense que la vulgarité, c'est déjà un marqueur. C'est quelque chose qui peut euh, être un point. Mais voilà, pareil, la vulgarité, qu'est-ce qu'on appelle vulgarité, etc. Effectivement, ça va forcément aussi bouger. Bouger là-dedans. Il y a aussi, c'est la chercheuse Marzano qui, pour elle, en fait, l'érotisme, c'est un récit. C'est un récit du désir qui pousse un être à la rencontre de l'autre. La pornographie ne vise jamais à raconter une histoire. En gros, l'érotisme, ça va s'attacher à la narration, au contexte, à la suggestion, tandis que la pornographie, ça montre l'acte, souvent, ou les actes, de façon brute, de façon explicite, euh, sans habillage même sentimental, sans habillage artistique, en fait, hein. Donc ça veut dire que l'érotisme implique un peu un jeu d'imagination. Euh, Ça veut dire qu'il y a une esthétique travaillée. Ça veut dire qu'il y a une mise en scène du désir. Il y a une tension sexuelle. Il y a quelque chose qui monte. La pornographie, pour moi, elle est plutôt dans l'efficacité. L'efficacité, si possible, immédiate, rapide. On exhibe les organes. On exhibe les actes. Euh, L'idée, c'est d'arriver à une provocation, à une provocation de l'excitation directe. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de gradation, il n'y a pas de montée en puissance, en tension. Euh, je pense qu'il y a aussi un autre aspect euh, qui tient à la dimension artistique et émotionnelle. L'érotisme, on va dire, c'est souvent associé à l'art, en réalité, hein. Que ce soit la photographie, le cinéma d'auteur, la littérature, etc. Là où le porno, en fait, on le retrouve, et c'est ça qui est intéressant, hein, dans l'industrie du divertissement sexuel. D'ailleurs, on parle, je parlais tout à l'heure de films érotiques, et aussi je parlais de cinéma avec film porno, film X, comme on disait. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quand même une différence de registre, que c'est pas la même chose. Pour moi, en érotisme, comme je le disais tout à l'heure, ne serait-ce qu'avec la photographie, le non-dit, ça a de l'importance. Dans les films, dans les films érotiques, on parle d'érotique, ça pourrait être film d'horreur ou quoi, hein. Une porte qui claque, un drap qui glisse, un regard appuyé, etc. Tout ça, ça peut être des scènes qui peuvent être soit plus excitantes, par exemple, ça peut être aussi, ça peut plus faire peur, etc. En fait, euh, le non-dit, ça dit énormément de choses. Ça dit énormément de choses. C'est ce que ça dit, c'est ça laisse place à notre intérieur, à notre manière de voir le monde, à notre manière de le remplir. Et cet espace-là, il est pour moi très important, je pense. Il faut qu'on laisse notre perception, notre envie, notre créativité sensorielle, etc. Il faut qu'on lui laisse de la place. Je pense que dans un jeu qui devrait aborder l'érotisme, puisqu'il n'a pas encore vraiment, il faut qu'en fait on puisse avoir une palette d'émotions, de désirs, il faut qu'on puisse la cultiver, il faut de la place, hein, tout simplement. Là où on le disait, la pornographie, il n'y a pas de place, on montre tout, on est dans une efficacité, etc. Tout à l'heure, on parlait d'Emmanuel, qu'on peut dire pourquoi le film a aussi bien marché. C'est pas parce que c'est de l'érotisme, d'ailleurs c'est de l'érotisme soft, surtout à notre époque, mais parce qu'en fait, c'est un roman. On nous raconte une histoire,
on nous raconte une belle histoire. Euh, il y a aussi une photographie soignée, euh, une mise en scène travaillée, une musique envoûtante qui accompagne aussi le désir. Tous les sens, en fait, sont travaillés. Ça aussi, c'est important. Dans un film porno, et maintenant même, il n'y a même plus de films, hein, ce ne sont quasiment que des scènes, on a réduit un peu comme tout le reste, hein, on voit que le monde est en train de se contracter, il faut aller de plus en plus vite, il faut avoir tout de suite, et en fait, les sites porno, hein, qui restent quand même les sites les plus consultés au monde, ben, ils ne font que répondre à cette attente. Et ben, il n'y a pas d'histoire en général, il n'y a même pas de scénographie, il n'y a même pas comment dire, de réflexion là-dessus. Euh, il y a des habitudes visuelles, il y a même comment dire, ça reste quand même du faux, même si on montre du vrai, parce que bah, ce sont des positions que personne ne peut faire, en fait, ce sont des positions parfois acrobatiques, etc. Il y a des cuts, il y a tout ça, donc ça reste quand même du cinéma pour certains, pas pour tout, hein. Malheureusement, on l'a vu, il y a des affaires tristes là-dessus. Mais voilà, ça se veut être une représentation du réel, mais qui ne l'est pas. Et, euh, et comme elle ne laisse pas place à notre rêverie, à notre imagination, à notre capacité à se l'approprier, je pense que c'est ça qui est plus, en tout cas, qui amène euh, une manière ça impose une vision. Là où l'érotisme permet justement de se l'approprier, permet de soi-même remplir ce qui manque, remplir les espaces. En tout cas, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans les jeux de société, en tout cas dans un jeu comme Outer Room, il y a une envie de faire croire qu'il y a une narration, il y a une envie de faire croire qu'il y a une esthétisation des moments coquins. Malgré tout, ça reste très souvent une représentation explicite. Euh, donc, on est plus, pour moi, dans quelque chose qui se drape de l'érotisme, qui se drape commercialement de l'érotisme, mais qui, in fine, n'arrive qu'à exploiter de la pornographie vulgaire et explicite. C'est peut-être aussi ce que le jeu, les auteurs visent, hein. Je ne dis pas que il arrive dans notre monde que des escape rooms réels existent en fait. Il y en a déjà qui se sont emparés de la coquinerie, forcément. Donc on peut faire en amoureux, qu'on peut faire entre amis, coinc coinc. Euh, voilà, j'en ai noté quelques-uns, alors je les connais pas, hein, donc je vais vous les donner comme ça, parce que j'ai fait des petites recherches, mais ne les ayant pas essayés, je ne peux pas savoir à quel point ils sont dans l'érotisme, mais ça reste souvent, voilà, j'ai vu l'Académix par exemple, euh, il y a l'Académix, donc c'est le décor, c'est un club libertin fictif, on doit y enquêter pour effacer les traces de la venue d'un mari infidèle. Pourquoi un mari infidèle? Parce qu'ils sont souvent infidèles, avant que sa femme ne découvre tout. Voilà. Donc voilà, ambiance donjon, menottes, tromperie. Bref. Donc on a quand même plutôt un côté un peu, une plongée insolite, hein, dans un club échangiste. Euh, bon, ça reste quelque chose d'assez malin d'amener cette thématique-là. Peut-être pour des personnes qui n'ont jamais été dans un club libertin, qui ne savent pas comment ça se passe. Moi, j'ai fait que du sauna libertin, donc j'ai pas fait tous les clubs, j'ai pas fait là où ça danse, etc. Donc c'était plutôt spa. Euh, mais c'est des choses à faire pour découvrir de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Et aussi, toujours ce côté, évidemment, on va pas n'importe où, on va pas n'importe comment. Euh, il faut aller dans les réputations, voir un peu, pour pas tomber dans des soirées qui nous conviendraient pas. Voilà. Donc j'ai noté aussi Escape Game X, Mission Aphrodite. Donc voilà, qui est une expérience unique d'escape game érotique pour couple. Donc voilà.
des épreuves sensuelles, on met en avant les 5 sens, des énigmes à résoudre en 60 minutes, le tout sur fond de mythologie d'Aphrodite et d'Eros. Il faut prouver qu'on peut rentrer dans la confrérie secrète d'Eros en relevant des défis sexy et des puzzles, le tout dans un décor immersif dédié au plaisir. L'expérience promet de combiner la sensualité des épreuves avec le charme d'un espace immersif. Bref, autant stimuler le cerveau que les sens, que le corps. Etc. Il y en a dans le monde. Bref, on va pas faire le tour de tout ça. Mais, pourquoi j'en parle quand même? D'abord parce que ça attire une certaine clientèle et ça montre une gamification de l'érotisme. Que ce n'est pas que dans certains aspects de la société, mais que c'est partout. Et la gamification, c'est ce qu'on va retrouver dans les jeux de société. Donc ça m'intéresse. Gamification de l'érotisme. Et d'ailleurs, avant les jeux de société, et avant les escape games IRL, il y a le jeu vidéo qui partage énormément avec les jeux de société. Le game design, il y a énormément de choses en commun. Il y a aussi des choses qui les séparent, évidemment, mais on est plus proche de ce qui les rassemble que ce qui les sépare. Et eux aussi, ils s'y sont employés déjà à travailler sur comment rendre l'érotisme, le contenu érotique, on va dire, comment le rendre ludique, sans gêne, et tout en y mettant de l'intérêt dedans. Donc, les jeux vidéo, évidemment, on a des scandales, donc ça on peut retrouver. Un jeu que je ne connaissais pas, mais que je connaissais de nom, qui était Custer's Revenge sur Atari 2600, où c'était un cow-boy nu qui devait rejoindre une amérindienne nue attachée à un poteau. Donc là, pour le coup, un jeu pornographique, aussi mal conçu que moralement douteux, qui était resté tristement célèbre. Alors je connaissais de nom, j'ai jamais approché la bête. Moi, j'ai plus connu les fameuses, la série des Leisure Suit Larry, donc qui date des années 80. Moi, j'ai connu ça au début des années 2000 avec le PC. Donc voilà, où c'était plutôt humoristique, qui était Larry, c'est un dragueur ringard. J'allais dire, je cherchais le nom de quel comédien qui est toujours un dragueur ringard. Mais surtout, voilà, lui, sa quête était en permanence, il voulait séduire des femmes. Donc on avait des énigmes à résoudre, c'était un peu point and click, et en même temps, on avait des gags un peu salaces. Voilà. C'est à mon sens, en tout cas, moi, c'est la saga la plus connue dans ce qui est, on va dire, les jeux érotiques. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y en a eu énorme. Et puis après, le jeu vidéo est plus connu. Alors là, je vous ai parlé un peu de ce qui était dans l'érotisme, mais malheureusement, le jeu vidéo a surtout exploité le corps des femmes, notamment la sexualisation des personnages, où là, pour le coup, on n'est plus vraiment dans l'érotisme en tant que tel, puisqu'il n'y a plus vraiment de propos, l'exploitation, on est plutôt dans le porno, mais on peut penser à Dead or Alive, les fameux personnages, etc., donc des héroïnes en maillot de bain, des lingeries, enfin bon, là, on pourrait prendre carrément le nombre de jeux pour lequel il y a des femmes dont le carré de tissu est proportionnel à leur mensuration, inverse à leur mensuration. Bref, malgré tout, l'érotisme peut aussi servir un propos plus profond. Je pense à un jeu du studio Atlus qui est Catherine, donc qui date des années début 2000, 2010 ou par là, qui est un puzzle game du coup, d'ailleurs qui est très... le gameplay est excellent, et en même temps c'est un visual novel qui parle d'un triangle amoureux, entre triangle amoureux et cauchemar. D'ailleurs c'est un jeu qui a mis du temps
avant d'être adapté. Moi, j'ai joué il y a quelques années, j'ai pas joué à l'époque où il était sorti. On a des cinématiques un peu sexy, mais surtout plein de questions morales dans le jeu. On est vraiment là-dessus. C'est un jeu qui se veut, en tout cas, parle de désir, de culpabilité, mais de façon mature. C'est d'ailleurs ce qui est un peu surprenant, de par son gameplay, d'avoir un tel propos. Je disais le gameplay, c'est du puzzle game, et en fait, l'érotisme, la symbolique sexuelle des puzzles, dans les puzzles, ça permet d'offrir un récit introspectif. Ce jeu est incroyable pour ça. L'érotisme, la dimension érotisante, je dirais, en fait, ça fait partie intégrante de la narration du jeu. Ça fait partie intégrante de l'expérience du jeu. En fait, dans le personnage qu'on incarne, ça nous renforce l'empathie, en fait, le fait de pouvoir se mettre à sa place, et donc de comprendre le tiraillement que le personnage entre raison et passion. Donc on a toujours ça. On a de l'érotisme aussi, ou parfois un peu du porno. Si on prend The Witcher 3 par exemple, où on peut avoir des relations amoureuses, il y a plein de jeux comme ça où il y a des possibilités d'avoir des compagnons, de se mettre en couple. Et donc il y a aussi un côté où on va pouvoir draguer, où on peut avoir des dialogues, des choix. Évidemment, à la fin, il y a une récompense érotique. Je trouve que les meilleurs sont les jeux qui nous permettent de choisir le partenaire et pas dans un partenaire qui a déjà des choix prédéterminés et donc une représentation du monde. Je trouve qu'une fois de plus, si on ne nous laisse pas le côté de pouvoir nous-mêmes aller explorer cette zone de désir ou de choix, on y perd en qualité, quoi. Évidemment, dans les animés, les mangas, le hentai est assez connu pour ça, et on est entre des animés vraiment pour le coup pornographiques, ou de l'autre, des scènes où tout est prétexte, hein, on pense à Dragon Ball, on pense à tout ça, où il y a énormément de prétextes aux scènes un peu soft et érotico-soft, voilà. J'ai fait une petite digression, mais bon, de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les jeux de société, puisqu'on est un peu parti loin pour arriver à ça, c'est qu'on a la majorité du temps, je le disais tout à l'heure, on a deux gammes de jeux. Dans la gamme, donc la gamme militant, ou avec un propos, et dans l'autre gamme, on a plutôt des jeux basés sur le défi. Très souvent, on a les fameux dés, hein, des jeux qui en fait se veulent des prétextes aux préliminaires, mais qui n'ont que cette tagline. Ils n'ont rien du tout de prétexte, ils n'ont rien du tout de préliminaire. On a aussi des jeux qui sont là juste pour la déconne, qui pour le coup n'ont rien du tout d'érotique. J'y pense, mais il y a Kamasutra. D'ailleurs, il y a une vidéo, puisque j'ai filmé une partie de Kamasutra de Bruno Feduti sur l'Udema. Donc voilà, où pour le coup, c'est du jeu comment on appelle ça, du jeu de mariage pour la déconne. La mise en scène est juste faite là pour créer de la gêne pour ceux qui jouent, et de cette gêne, de voir des gens qu'on connaît être dans cette situation, c'est ça qui crée du rire et qui crée... voilà, on est là pour se moquer plus que ça. Donc on est plutôt dans, comment dire, une ambiance un peu bon enfant. On n'est pas encore dans quelque chose qui se veut comme un propos érotique, un propos qui va chercher à faire monter le désir. L'autre branche qu'on peut voir, et celle qui va nous rapprocher du jeu de cette critique, c'est ce qu'on va appeler les jeux de conversation. Les blancs manger coco, tous ces jeux où il y a du sexe dedans. On va parler de sexe. Mais une fois de plus, ce ne sont pas des jeux qui sont là pour amener un propos comme des jeux militants. Le but est juste une fois de plus, soit créer de la gêne, soit créer des moments où on va pouvoir dire ou entendre des propos graveleux. On est plus là-dessus. Ce qu'on peut appeler une bofitude, une bofisation, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça se veut irrévérencieux,
ça se veut transgressif. Une fois de plus, ça essaye. Pour moi, ça rate la plupart du temps, parce que pour qu'il y ait un propos transgressif, en fait, il faut du contexte, il faut une histoire, il faut du contenu, il faut du fond. En fait, c'est tout ça. Ce que font certains humoristes qui arrivent à aller sur ce genre de terrain-là, bah, c'est pas juste en une phrase. Ils ont posé des bases, ils ont mis en place une scénarisation, une scénographie. Ils nous racontent quelque chose. Ce que ne font pas ces jeux-là. Ces jeux-là amènent juste à soit dire le propos directement, soit à l'assembler de manière à créer des ruptures de ton, des choses comme ça. Même si on prend Top 10, qui est un excellent jeu, il a une version 18+, avec des thèmes osés, qui est, pour le coup, complètement raté. On sent qu'ils n'ont pas compris le propos. En tout cas, ils auraient pu en faire quelque chose, justement, d'érotique, d'intelligent, j'ai envie de dire. Alors que là, ils ont essayé de faire quelque chose qui se voudrait trash, qui se voudrait sans tabou, et qui du coup n'a aucun intérêt. Donc, et c'est bien dommage d'ailleurs. Bref. Alors, on pourrait aussi parler de Fog of Love, voilà, hein, où on incarne un couple, et on vit une comédie romande, pour le coup, c'est pas du tout érotique, etc. Mais la relation amoureuse, on se rapproche quand même de quelque chose, du désir, etc. C'est au cœur de la mécanique, puisqu'on a des dilemmes sentimentaux, des secrets, etc. Donc c'est déjà une approche un peu plus mature, un peu plus travaillée des relations humaines dans le jeu de société. Donc ce qu'on peut dire au final, c'est que actuellement, le jeu de société, en fait, il ne se consomme, il ne se pratique que dans un cadre, soit c'est du gadget, soit donc du gadget entre couples, soit c'est de la blague entre potes, quoi. Donc, Hot pourrait nous apporter quelque chose de plus intéressant, pourrait nous apporter un pari, de nous vendre enfin du piment érotique. Est-ce que une escape game, une escape room érotique, est-ce que du coup c'est plus élaboré qu'un simple jeu coquin, un simple jeu de dés coquin? Est-ce que c'est plus immersif que des jeux où on parle cru? Eh ben, il est temps d'aborder la chose. Hot Room, c'est un jeu d'énigmes coopératif pour 2 joueurs, je l'ai dit. En gros, ça se joue chaque scénario, c'est un peu moins d'1 heure, on va dire, 45 minutes, 1 heure. Il y a 5 scénarios dans la boîte, qu'ils appellent Histoire. Donc c'est 5 scénarios indépendants. C'est en fait à chaque fois une mini-escape, quoi. C'est pour ça que, en gros, je dis ça fait moins d'1 heure, parce qu'il y a à peu près 15 cartes, entre 15 et 20 cartes pour chaque histoire. Prenons par le début. Chaque histoire nous propose une progression narrative. Il y a quasiment toujours la même mécanique, en tout cas le même tempo. On va avoir une carte qui nous décrit, qui nous raconte l'histoire, dans laquelle on incarne des personnages, où on vit des choses. Ensuite, il y a les défis, et ensuite, il y a les énigmes. Autant le dire tout de suite, progression narrative, c'est de la grosse bouse. C'est même pas du roman de gare, je ne sais même pas si ça a été traduit, c'est-à-dire si l'œuvre originale en espagnol est beaucoup mieux écrite que la version française, mais ça n'a ni queue ni tête. Il y a des fois, non mais vraiment, c'est ni excitant, ni ça ne met pas dans une ambiance, ça n'a rien d'érotisant. Enfin, c'est incroyable de proposer ça, de se dire escape game érotique. Non. Je parlais tout à l'heure dans tout ce que j'ai décrit, c'est pas pour rien que j'ai décrit tout ça, et j'ai décrit aussi le côté
dans d'autres œuvres culturelles où j'ai essayé de déterminer c'était quoi la pornographie, c'était quoi l'érotisme, pour arriver à ça en fait, pour qu'on comprenne pourquoi c'est raté, pourquoi c'est nul. N-U-L. Déjà, il y a une des histoires où les voisins, ça s'appelle, oh, je vais vous spoiler un petit peu, hein, ne soyez pas meurtris. Si vraiment vous voulez encore aller gâcher votre argent et vous jeter sur cette expérience unique, bon, bah, vous pouvez quitter la vidéo, hein, mais c'est à vos risques et périls. Non, il y a les voisins, par exemple, qui racontent, donc nous sortons de notre appartement et nous croisons dans les escaliers ou sur le palier le voisin ou la voisine, en fonction de nos envies. Il se trouve que nous avons maintenant un certain âge, mais que nous sommes connus très jeunes. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus, et là on se retrouve, et donc on est content de se retrouver, parce que quand on était jeune, évidemment on jouait ensemble, mais il n'y avait pas de coquinerie, puisque un des deux personnages avait 18 ans et l'autre 12. Autant dire que penser à des enfants de 12 ans quand on veut créer du désir et de l'excitation, je ne suis pas sûr qu'on soit au bon endroit. Bref, passons. Donc, on se retrouve à devoir déterminer les numéros de téléphone, les trucs. Donc, on arrive dans les passages d'énigmes qui sont pas, c'est pas des énigmes. On n'est pas en train de réfléchir à résoudre. Non, on est en train de passer des tests psychotechniques. C'est littéralement ça. C'est vraiment du bas de gamme de... Je crois que même dans les tests psychotechniques, on peut prendre plus de plaisir ludique. Là, en plaisir ludique, on est au niveau 0. C'est-à-dire que quand on passe 10 minutes à réfléchir, à faire à colorier des cartes, des cases, en fonction des étages, des machins, pour arriver à un numéro, à une autre carte. Mais qui êtes-vous? Qui a écrit ça? C'est pas possible. Au début, je m'étais dit, potentiellement, c'est une IA qui a fait le jeu. Parce que c'est vraiment mauvais. Mais en fait, c'est tellement mauvais que ça peut pas être une IA. Une IA l'aurait déjà fait mieux. Donc c'est forcément des humains qui sont derrière. Mais c'est... Enfin, la libido niveau 0. Aussi bien au niveau de l'histoire que des défis. Donc, le principe même de l'érotisme, le principe même d'une gradation, d'une mise en situation pour faire monter le désir, pour faire évoluer le désir jusqu'à ce qu'on se laisse aller dans le plaisir. Ben, il n'y a rien de tout ça, il n'y a aucune gradation. On dirait qu'on veut absolument qu'à aucun moment tu aies du désir, tu aies de l'envie. C'est un anti-jeu. C'est un anti-jeu. Putain de merde. Je suis colère et violence. N'ai jamais vu un jeu aussi nul. J'en ai vu des jeux nuls. Mais alors celui-là. Mais attendez. Car il y a les moments coquins. Je vous en donne un. Premier moment coquin. Faites fondre du chocolat. Tartinez-vous le corps avec le chocolat fondu. Entre parenthèses, j'ai souvenir qu'il y avait marqué entre parenthèses, vous avez le droit d'en mettre où vous voulez. Ouinc ouinc. Voilà. Et ensuite, à tour de rôle, vous attachez les mains pour nettoyer le chocolat, manger le chocolat avec la langue, à tour de rôle. Nous sommes donc dans un jeu qui se propose de faire monter le désir. Puis, nous devons aller faire de la cuisine. Nous avons mis un petit moment à faire fondre the fucking chocolat. Bref. Qu'on peut pas se foutre sur la gueule parce que le chocolat fondu, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. Bref. Mais surtout, quand on se tartine de chocolat, on en fout partout, c'est dégueulasse. Bref.
vient l'énigme. Donc on a la moitié du chocolat dégueulasse qu'on n'a pas pu échouiller sur le corps. On a la cuisine dans un état, autant dire qu'on n'est pas du tout excité. Il y a l'énigme où on passe 10 minutes à passer un test psychotechnique, autant dire qu'on n'est pas du tout libidonné. L'histoire, je vous passe même pas. Un coup, on passe du palier à aller chercher une bagnole au garage. Où, premier paragraphe, on monte la bagnole parce qu'on doit faire une course. Second paragraphe, on est dans la même bagnole. On ne comprend rien. C'est vraiment... Bon, quand je dis ni queue ni tête, c'était pas un jeu de mots. On ne sait même pas où on est. On est plus choqué par la connerie du truc que par le jeu. Bon, bref. Donc, première étape, je vous l'ai dit, on revient donc à une nouvelle étape où on doit se tripoter, etc. Donc, ils nous disent, vous êtes dans la même voiture et vous passez votre main sous les habits de votre partenaire pour se tripoter. Qui a encore des habits après cette foutue du chocolat fondu partout? Ça n'a pas de sens. Sauf à se badigeonner le pantalon mais il n'y a aucune construction narrative, il n'y a aucune cohérence. C'est vraiment... on nous prend mais pour un con du début à la fin. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'en ai vu hein, des jeux nuls, j'en ai vu des jeux ratés qui passent à côté. Mais un jeu qui est vraiment à la limite... il y avait marqué fuck you devant, sur la boîte, et sur chaque carte, j'aurais dit, ah oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Non, mais les histoires, elles sont érotiques pour pas un sou. Mais j'ai vu des bouquins, des petits textes, qui arrivaient à faire créer une émotion, là, incroyable. Non, mais c'est vraiment... Donc, pourquoi on en parle? Parce que là, vous dites, oui, tu pouvais t'y attendre que c'était nul. Ben oui, mais en même temps, oh, pareil, j'ai pas parlé de, il n'y a pas d'illustration, il y a que du graphique, et une fois de plus, il n'y a rien du tout non plus là-dessus. Il n'y a pas de, enfin, ce qui est important dans l'érotisme, ça peut être le tactile, on l'a dit, ça peut être les sens. Ça peut être aussi l'imaginaire que peut créer le ton du texte, ça peut être les illustrations, ça peut être tout ça. Rien du tout. Tout ce qui devrait, à minima, je pourrais à la limite dire, ils ont essayé, ils ont raté. Là, ils n'ont même pas essayé. Ils ne se sont même pas fait chier. S'ils ont passé plus d'une heure pour créer leur jeu, je m'en coupe une. C'est noté, je m'en coupe une, nom de Dieu. J'ai jamais vu ça. Bref. Donc, on est clairement sur... je sais même pas. Donc, il y a des manifestes métaludiques. Il y a un pan de la culture, donc l'érotisme, qui n'est pas encore vraiment exploité dans le jeu de société. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire, il faut vraiment y aller, parce que là, ça devient urgent, en fait. Et puis, il y a une demande. Si ces jeux-là, aussi nuls soient-ils, arrivent à faire des centaines de milliers de boîtes vendues, c'est donc qu'il y a une demande, c'est donc qu'il y a un moyen de proposer quelque chose de bon, quelque chose de réussi. On l'a vu, il y a des films qui l'ont montré récemment, il y a des BD, il y a... Enfin, on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas faire à Cannes, au Festival des Jeux internationaux de Cannes, faire des tables rondes en se touchant les nouilles pour expliquer est-ce qu'il y a trop de jeux. Oui, il y a trop de jeux. Ça, c'est la preuve qu'il y a trop de jeux. Il n'y en a pas besoin de ces jeux-là. C'est une honte. Hello Fun, je pense que... est-ce que vous arrivez à vous regarder dans le miroir? Je ne sais pas. Mais Atalia qui distribue ça, bordel de merde. Mais c'est honteux. C'est vraiment une honte. Moi,
Je savais que c'était pas un bon jeu, je l'ai pris un peu en me disant, ok, ça va être le LOL, etc. J'étais pas parti pour en faire une vraie critique, etc. quoi. Quand j'ai vu ça, j'étais outré et en même temps, je me suis dit, tiens, il y a quand même un propos à avoir sur ce sujet, à en faire quelque chose. Mais notamment à ça. Pourquoi distribuer ces jeux-là? Vraiment, on a besoin de ça dans un marché surchargé? On peut nous faire croire qu'il n'y a pas trop de jeux, on peut nous faire croire que non, qui va prendre la décision de ne pas publier un jeu parce qu'il a envie de le publier? Ok, j'entends ces arguments. Mais quand je vois ça, c'est impossible que quelqu'un, soit ils n'y ont pas joué, soit vraiment Atalia ne s'intéresse plus au jeu qu'il propose. Mais comment on peut accepter de mettre ça sur le marché, de dire ça c'est du jeu de société, ça mérite, j'ai envie de vous le proposer, j'y crois. C'est pas possible. À mon sens, la première question, c'est pas de qui doit dire on ne doit pas sortir ça, c'est en fait vous-même. Vous qui éditez ces jeux, vous qui les distribuez, vous qui les vendez. Putain, il y a des boutiques qui vendent cette... Si ça ne fait pas monter la température, ça fait monter la tension. Bref. Conclusion. Après avoir voyagé à travers la culture de l'érotisme, je trouve que cette petite boîte rose représente à elle seule l'énième expression modeste mais sincère du manque de créativité du secteur ludique. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une escape game, ce n'est même pas un divertissement entre adultes consentants. Ce n'est même pas un prétexte à la galéjade. C'est... comment dire? Interstellar. C'est la 5e dimension du vide, du secteur ludique. Ces jeux qui ne sont là que pour créer du brouhaha, occuper l'espace, gaspiller des ressources et du temps. Je pense que Hot Room doit rester dans la Hot Room. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une fondue.